le journal. À la une de l'actualité, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce vendredi 12 juin la journée mondiale contre le travail des enfants. Une journée qui a pour but d'accroître la sensibilisation au cycle de pauvreté qui se crée quand les enfants doivent travailler, se privant ainsi de possibilités d'éducation. Conférence de presse à Libreville du collectif des épargnants de BRSAL et le congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État. La rencontre était axée sur la restitution des démarches entreprises par les deux parties afin de permettre à tous les épargnants d'obtenir le remboursement de leur capital investi dans cette société de microfinance. Puis Emmanuel Issou Ngoundé, ancien Premier ministre, s'est éteint ce jeudi 11 juin 2020. L'homme politique avait été hospitalisé le 23 mai dernier pour crise d'asthme dans une clinique de Libreville. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, reconnaît en l'homme un grand serviteur de l'État. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. En ouverture de ce journal, après la rencontre avec les envoyés spéciaux de l'Union africaine, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba s'est entretenu avec le président de l'institution africaine. Les échanges étaient centrés sur le plan de riposte de la pandémie du coronavirus et la stratégie de relance économique. Priska Mougoula de la communication présidentielle. La rencontre de ce jour est une table ronde par visioconférence qui réunit l'ensemble des leaders du continent africain. Une séance de travail de haut niveau. Le numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba a pour interlocuteur Cyril Ramaphosa, président de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, et ses homologues, présidents des communautés économiques régionales. Une rencontre consacrée essentiellement sur l'impact de la pandémie à Covid-19 sur le continent. Il s'est agi de dresser le bilan de la stratégie africaine de lutte contre le coronavirus. En sa qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, Ali Bongo Ondimba a présenté le plan de riposte au sein de son espace communautaire, une riposte qui s'appuie sur le triptyque tester, tracer et traiter. Dans ce contexte de crise sanitaire, la relance des économies africaines est une priorité pour le développement durable du continent. Le président de la République a proposé la Task Force opérationnelle de l'Afrique sur le coronavirus comme mesure à retenir pour la croissance des États membres. Au cours de cette réunion, le chef de l'État gabonais a présenté des condoléances au nom de ses homologues de l'espace EAC, mais aussi en son nom propre au gouvernement et au peuple du Burundi suite au décès de Pierre Nkurunziza. La communauté internationale célèbre ce vendredi 12 juin la journée mondiale contre le travail des enfants. La lutte contre le travail des enfants qui est toujours d'actualité auprès des organismes internationaux. Déjà en 2002, on estimait que la problématique concernait environ 246 millions d'enfants entre 5 et 17 ans, soit un enfant sur 6 à l'échelle de la planète. Ahmed Farlan Beni Evaka nous présente en profondeur ce qu'il en est d'après un rapport de l'Organisation internationale du travail. Il suffit de parcourir les quartiers, les grands carrefours et les marchés africains pour se rendre compte de ce fléau qui empoisonne la vie de millions d'enfants, faisant l'aumône en longueur de journée ou arpentant des ruelles avec des cuvettes de marchandises sur la tête. Et en l'absence de tout public, ces derniers sont en quelque sorte des êtres à tout faire. Selon un rapport mondial de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, 73% de ces jeunes, soit environ 179 millions, sont soumis aux pires formes de travail qui mettent
mettent en péril leur bien-être moral, mental ou physique. Et 8,4 millions sont assujettis à des activités intrinsèquement condamnables. L'OIT ajoute que les formes les plus dangereuses de travail des enfants dépassent largement ces estimations. Par exemple, 7 enfants sur 10 travaillent dans des exploitations agricoles. À l'occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants de cette année, l'impact de la crise actuelle est en première ligne, car ces enfants courent désormais un risque majeur, déjà que parmi eux, certains ne possèdent aucun certificat de naissance ou papier officiel, par conséquent invisible aux yeux des autorités. Hamad Farlan Beni Vaka de la rédaction de Radio Gabon. Au Gabon, la grande majorité des enfants maltraités ont peu d'espoir d'obtenir une éducation ou de se frayer un avenir. Cependant, à quoi est dû le travail des enfants? Quelles peuvent en être les conséquences? Tentative de réponse dans ce reportage de Love Pakita Dilebou Mabika. Employés domestiques ou dans une mine, enfants soldats, ouvriers agricoles, trieurs de déchets, victimes de prostitution et autres, le travail des enfants, bien que très peu présent au Gabon, est un véritable phénomène planétaire. Dans notre pays, plusieurs organisations non gouvernementales, conjointement avec l'État, militent pour les droits de l'enfant, notamment celui à l'éducation. Chantal Sakbo, présidente de l'ONG SIFOS. Dans chaque pays, il y a des lois et des conventions qui sont signées. Par exemple, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, a des articles qui luttent contre ce phénomène de travail des enfants. Nous avons notre pays, le Gabon, qui a aussi signé des conventions. Notre avis, c'est de continuer sous tous les formes à lutter contre ce phénomène qui, aujourd'hui, dévalorise nos pays africains. Pour Landry Boudiongo, président de l'ONG Rien n'est perdu, le travail des enfants doit être condamné, comme le stipule la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. L'enfant est protégé de toute forme d'exploitation économique et de l'exercice d'un travail qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l'éducation de l'enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Donc aujourd'hui, nous qui sommes dans le domaine de la protection de l'enfant, nous condamnons cet acte avec beaucoup d'énergie. Au Gabon, aucune manifestation physique ne sera organisée pour cette journée en raison de la pandémie de coronavirus, mais les activités en ligne de ces ONG continuent. Dans le même ordre d'idées, plusieurs parents sont dans une inquiétude totale à Oyem, la capitale provinciale du Wollentem. Un enfant de 2 ans a échappé à un enlèvement. Les détails avec Firmin et Lébian Mozui. Tout se joue autour de la peur de voir un autre enfant se retrouver dans les mêmes conditions, c'est-à-dire enfermé toute une journée dans une maison d'autrui, et le doute sur l'identité réelle des ou du véritable initiateur de cette psychose qui alimente les interrogations. Le père de la petite Joël ne s'en remet toujours pas. L'enfant a été retrouvé dans l'appartement d'un certain Mustapha qui vient à peine de l'occuper. Dans l'état, vraiment, je ne peux pas vous dire exactement dans quel état l'enfant était retrouvé parce que dans un premier temps, je n'étais pas. Mais selon les dires des personnes qui étaient là, ils m'ont fait comprendre que l'enfant aurait été ligoté, mais pâle. On l'a trouvé allongé à même le sol, un jour après la recherche. Sachons à titre de rappel que c'est dans ce même quartier du 1er arrondissement de la ville d'Oyem, il y a plus d'1 an aujourd'hui, qu'un certain Julien Ondomba, alias Pythagore, serait porté disparu sans trace jusqu'à ce jour. Les interrogations subsistent. Le chef de quartier se prononce. Je suis en train de recouper toutes les informations parce que tu sais que la rumeur publique raconte n'importe quoi. Donc pour le moment, je ne suis pas encore en mesure de dire que voilà exactement ce qui s'est passé. Le parquet de la République, qui n'entend pas rester sans réponse, met tout de même en doute la nationalité du mis en cause, Mustapha Manga, bientôt devant le procureur de la République. Confirmation de son substitut, Candy Ghislain. Lorsque nous avons mené des investigations, nous avons mis la main sur le nommé Mustapha. Un jour après, nous avons fait une perquisition à domicile aux environs de 15h10. Disons que M. Mustapha est également un colocataire et ça fait environ 1 semaine qu'il est également dans la même concession. Donc lorsque nous sommes partis avec les agents du B2 et la DGR, et il y avait également la DGDI, nous avons donc vu cette jeune fille qui était allongée sur le canapé de M. Mustapha. Dans tous les cas, c'est un dossier qui nécessite tout de même de grandes décisions pour prévenir l'avenir. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Firmin et les bien mesures.
Le ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat sera ce vendredi 12 juin devant les députés membres de la Commission de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des travaux publics. Léon Armel Bunda Balondi sera auditionné sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création et organisation de la Société gabonaise des transports urbains et le projet de loi portant création du Fonds autonome national d'entretien. La présence des députés, membres de la dite commission, est vivement souhaitée. La fermeture des magasins de pièces détachées en cette période de crise sanitaire cause beaucoup de soucis aux commerçants exerçant dans ce secteur d'activité. Difficultés vécues aussi par les mécaniciens et les automobilistes qui ont du mal à trouver les pièces. Un reportage d'Edgar Kaba. Goden est vendeur de pièces détachées. Assis devant son point de commerce à présent fermé, le regard meurtri, il nous parle de la situation difficile qu'il vit aujourd'hui. Le magasin est fermé. On va trouver l'argent pour payer le magasin comment? Le marchandise, oui, on a le marchandise, mais on va payer comment? On a le patente, l'agrément, tout ce qui est, même l'impôt, tout ça là. C'est ce à mesure à payer. Mais on va faire comment? Si le magasin est fermé et qu'il n'y a rien qui marche, on a aussi les enfants à la maison, et ça ne va pas. À quelques encablures de ce magasin de pièces détachées fermé, se trouve Eden, mécanicien, qui traverse aussi cette pénible situation. Je suis mécanicien à la gare routière. Donc pour le moment, même pour manger, même ça me dépasse. Parce que quand j'ai trouvé, peut-être quand il y a une voiture qui est en panne et que je veux la dépanner, j'arrive à la gare routière, même les gars ont peur d'ouvrir le magasin. Quand tu ouvres le magasin, c'est un agent en passant ou un agent de la mairie en passant te voit ouvrir le magasin, ça c'est un autre problème. Donc, même pour manger, payer les maisons, payer même là où on travaille, c'est difficile. Donc j'ai pris vraiment. Pour les clandomènes, taximènes et autres détenteurs de véhicules, la vie n'est plus rose. Mais c'est pas bien. Là où ils sont là, ils ont besoin de vendre leurs marchandises et nous, on a besoin d'arranger nos véhicules. Eux sont pénalisés, nous aussi nous sommes pénalisés. On va maintenant faire comment? Si ta voiture est en panne à un petit bobo, tu préfères aller garer la voiture, on va faire comment? Là, alors là ils sont fermés, tu vas aller demander les pièces où? D'autres se demandent si en fermant ces magasins de pièces détachées, la propagation du coronavirus va s'arrêter. Le collectif des épargnants de Bersal et le congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État étaient face à la presse le jeudi 11 juin 2020 à Libreville. La rencontre a été axée sur la restitution des démarches entreprises par les deux parties sous l'égide du bureau régional de l'Union des services publics et assimilée en vue de permettre à l'ensemble des épargnants d'obtenir le remboursement de leur capital investi dans cette société de microfinance ayant fait faillite. Les précisions avec Arnaud Ondor Ngozogo. Le collectif des épargnants de Bersa et le congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État demandent désormais au président de la République, chef de l'État, de faire du dossier Bersa l'une de ses priorités de l'année 2020 au regard de sa complexité. Ils invitent l'ensemble des victimes à la sérénité. Emmanuel Mvemba, président du CAP. Le CAP et le bureau du collectif des épargnants Bersa appellent à la vigilance et à la sérénité de l'ensemble des épargnants du CAP, tout en rassurant à ces derniers de leur détermination à faire aboutir ce dossier dans les délais raisonnables. Ils demandent à ces derniers de ne pas céder à l'intimidation et à la calomnie organisée par certains chers compatriotes. S'il est avéré de nos jours que vous avez combattu le bon combat, il nous plaît de vous rappeler que force reste à la loi. Par conséquent, le chemin parcouru a été long que celui qui reste à faire. L'affaire implique près de 18 000 épargnants et sera transmise ce vendredi à la présidence de la République par les deux parties, lesquelles annoncent dans leur démarche avoir écrit au gouvernement pour que ce dossier soit intégré dans la loi de finances rectificative de cette année 2020. Nous avons proposé, nous, au gouvernement, la révision de la loi de finances. Parce que la loi de finances a été adoptée, la loi initiale 2020. Mais suite à cette crise, forcément, le gouvernement devrait revisiter la loi. Et sur la base de cette révision de la loi de finances, nous avons écrit au gouvernement d'intégrer l'aspect BRSA. Nos échanges sont assez constructifs et très avancés. Selon le président du congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, les victimes de BRSA ont perdu leur dignité humaine et s'en remettent désormais à la décision du chef de l'exécutif. Page nécrologique de ce journal, la famille politique de Franck Emmanuel Isosé Ngoundé est sans voix depuis l'annonce de son décès par le truchement d'Estelle Flore Agangou, secrétaire général adjoint chargé de la communication et des relations extérieures. Elle a rendu un hommage mérité à cet homme d'État, diplomate et acteur politique de la province de l'Ogooué-Vindo.
Elle a été jointe par Nick Jocelyn Fouba. Le Parti démocratique gabonais reste évidemment sans voix devant le décès brutal du camarade Franck Emmanuel Issoze-Ngondé, qui était membre du bureau politique de notre parti, honorable député et ancien Premier ministre, chef du gouvernement. Le PDG n'oubliera pas sa contribution au développement de notre pays, d'abord en sa qualité d'ancien chef de gouvernement, mais aussi sa contribution au débat politique en sa qualité de parlementaire. Il faut aussi dire que le camarade Franck Emmanuel Issoze-Ngondé a toujours su par son talent, son sens élevé des responsabilités et son amour pour son pays, le Gabon, honorer notre parti, le PDG. Nous sommes évidemment très affectés par cette disparition et le secrétariat exécutif du PDG présente au nom du parti ses très sincères condoléances à sa famille. Du côté de Makokou, la ville natale du disparu, la population est dans un désarroi total. Emmanuel Issoze-Ngondé était le fils de toute la province. À l'annonce de cet événement malheureux, la capitale provinciale de Logoué-Ivindo était calme et presque vide. Nick Jocelyn Fouba. Logoué-Ivindo a perdu un homme politique, un papa, un fils. C'est un jeudi 11 juin 2020 sombre qui s'est abattu sur la province de Logoué-Ivindo avec la perte d'Emmanuel Franck Issoze-Ngondé. Mwanamboka, l'enfant du village en langue Kota, laisse derrière lui un grand vide. Lekoba Ilombo Bertrand, ancien collaborateur du disparu. Il a transmis un certain nombre de choses, surtout lorsque nous nous retrouvions sur les terrains de foot, assis sur les bancs, en train de partager une sucrerie, sans aucune frontière, loin de s'imaginer qu'on avait à côté de nous quelqu'un qui appartenait à certaines hauteurs de la République et qui savait partager la bonne humeur. Donc aujourd'hui, nous perdons quelqu'un de très important, quelqu'un de très très proche, quelqu'un qui nous a beaucoup apporté, qui nous a beaucoup inspiré. Dommage qu'il s'en aille maintenant. Il avait encore beaucoup à donner. Malheureusement, aujourd'hui, il nous quitte. On va simplement lui souhaiter que la terre lui soit légère, avec le cœur plein de douleur et les larmes plein les yeux. Le natif des passagers du côté de l'aéroport de Makokou était un modèle pour les jeunes générations. Ces jeunes qui aujourd'hui sont déboussolés. L'un d'entre eux, joint au téléphone depuis Makokou. C'est une déception totale. Une déception totale au plan provincial d'abord, au plan national, au plan international, parce que Emmanuel n'était pas seulement à la dimension provinciale ou bien à la dimension nationale, mais il était plus à l'international parce que c'est un diplomate de qualité. C'est vraiment choquant. C'est avec beaucoup de peine. Je ne sais pas comment vous expliquer. En ce moment, vous voyez bien dans la ville de Makokou, il n'y a pas tellement de circulation. Les gens sont chez eux. Vraiment, les gens sont choqués. Choqués parce que c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. Au niveau provincial, Emmanuel était le fils de Boué, était le fils de Ovan, était le fils de Makokou, était le fils de Mekambo. Homme d'État, diplomate chevronné, avec la disparition d'Emmanuel Franck Issoze-Ngondé, Breckner pour les intimes, le Gabon vient de perdre un de ses illustres fils. Il faut dire, Nick Jocelyn Fouba, que le chef de l'État Libongo Ondimba, dans un tweet, a souligné ce qui suit. Il fut un grand serviteur de l'État qui aura consacré sa vie au Gabon et aux Gabonais. Emmanuel Issoze-Ngondé s'en est allé très tôt. C'est une perte immense pour notre pays. Je garde à l'esprit le souvenir d'un ami fidèle et loyal. Puisse-t-il reposer en paix. Sans transition, hors de nos frontières, le navigateur Christophe Colomb, longtemps présenté comme le découvreur de l'Amérique, est désormais, depuis le début de l'affaire George Floyd, considéré comme une figure du génocide des Amérindiens et des indigènes en général. Le reportage porte la signature d'Ahmed Ryan Zengi. L'une a été décapitée, l'autre vandalisée et la troisième jetée dans un lac. Des statues de Christophe Colomb ont été prises pour cible à Boston, à Miami et en Virginie, dans la foulée du mouvement antiracistes relancé aux États-Unis par la mort de l'Afro-Américain George Floyd. Le navigateur italien longtemps présenté comme le découvreur de l'Amérique est désormais considéré par beaucoup de militants antiracistes comme une figure du génocide des indigènes et dénoncé au même titre que les esclavagistes ou les généraux confédérés pendant la guerre de sécession.
À Boston, dans l'État du Massachusetts, une enquête est en cours, mais aucune arrestation n'a été faite à ce stade, a déclaré le porte-parole de la police locale. La statue de l'explorateur génois est positionnée sur une stèle dans un parc qui porte son nom au cœur de cette ville de Nouvelle-Angleterre. Le maire Martin Walsh a annoncé qu'elle serait enlevée pour une destination encore inconnue, en attendant bien sûr une décision définitive sur son sort. Vandalisée avec de la peinture rouge où on pouvait lire des inscriptions comme Black Lives Matter ou George Floyd comme pour marquer l'objectif de ce mouvement. On note également que ce mouvement de protestation qui s'attaque au symbole d'un passé esclavagiste et raciste touche d'autres pays, notamment la Grande-Bretagne et la Belgique, où des statues de figures coloniales ont été déboulonnées ces derniers jours. Ulrich Koupangoy de Boumango pour la page de sport de cette édition d'information. La commission finance de l'association des comités nationaux olympiques africains a récemment tenu une réunion par visioconférence. L'objectif principal était de réfléchir sur le volet lié aux finances à cause du Covid-19. 4 points étaient à l'ordre du jour. Les programmes athlètes pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, la subvention annuelle du comité international olympique pour la commission des athlètes de chaque comité international olympique, les subsides du CIO pour Tokyo 2020 et l'aide spéciale du CIO pour soutenir et maintenir les athlètes du continent en forme durant cette période de pandémie, des efforts qui devraient concourir et garantir la qualification du plus grand nombre d'athlètes pour les prochains Jeux olympiques 2020 renvoyés en 2021. Face à la crise actuelle due au coronavirus que connaît la Fédération gabonaise de taekwondo, la Fédération internationale de la discipline a mis en place un comité de normalisation chargé d'organiser l'élection fédérale. Sous la tutelle du comité national olympique gabonais, ce comité de normalisation a pour rôle de toiletter les textes, vérifier l'existence des ligues provinciales et ramener la sérénité au sein de la grande famille du taekwondo au Gabon. Écoutons le président sortant de la Fédération gabonaise de taekwondo, Augustin Mwinga Ondeme, qui s'exprime à ce sujet. Nous étions arrivés à un niveau où, dans le seul milieu du taekwondo, nous ne pouvions plus nous entendre ni nous comprendre pour mettre en place ou renouveler les instances entre nous, et il fallait un arbitrage. Et cet arbitrage, aujourd'hui, est représenté par l'existence de ce comité de normalisation. Après, il faut remarquer que la normalisation n'est pas le fait exclusif de la Fédération gabonaise de taekwondo. Ça a déjà existé dans le cas du football, lorsqu'il fallait remettre les choses en place au niveau de la Fédération gabonaise de football. Et actuellement, le Comité national olympique gère aussi une autre normalisation pour le renouvellement des instances de la Fédération gabonaise d'athlétisme. Le président sortant de la Fédération gabonaise de taekwondo espère que le comité de normalisation réussisse sa mission et organise dans un délai très court l'Assemblée générale élective de la dite fédération. Écoutons à nouveau Augustin Mwinga Ondeme. C'est quelque chose qui a déjà fait école dans notre pays. Malheureusement, il y a des spécificités par discipline et je pense qu'un arbitrage était vraiment impératif dans le cas du taekwondo pour essayer de manière impartiale travailler sur nos textes, remettre les choses en place et à la fin aboutir au renouvellement des instances sans contestation. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang intéresserait le Real de Madrid, le club merengue va devoir lutter pour s'attacher des services de l'attaquant d'Arsenal. Les Madrilènes cibleraient le capitaine des Panthères pour étoffer leur secteur offensif. Le président du Real, Florentino Pérez, voudrait profiter de la situation contractuelle de PA dont le bail expire en juin 2021 pour le recruter. Mais Arsenal, où évolue Aubameyang, veut le faire prolonger. Les dirigeants londoniens miseraient sur leur très bonne relation avec son père Aubameyang pour le convaincre de rester. En cas d'échec, la direction d'Arsenal sera obligée de se séparer de Pierre-Emerick Aubameyang dès cet été. Le club anglais de Premier League Everton prépare une offre de 9,7 milliards de francs CFA pour Denis Atanas Bouanga, un montant que Saint-Étienne en difficulté financière
pourrait accepter. Contraint de renflouer ses caisses en souffrance, les Stéphanois ne refuseraient probablement pas une telle offre si elle leur parvenait. Le club français s'est déjà mis en quête de remplacer l'international gabonais. Le français Charouef, qui évolue à Châteauroux, est pisté par Saint-Etienne. En 26 matchs de championnat, Denis Bouanga a inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives. Aucun joueur de l'équipe n'a fait mieux cette saison. Notons que Denis Bouanga est nominé pour le prix Marc-Vivien Fouet 2020 qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française. Le procès du Sénégalais Lamine Diack, ancien patron de la Fédération internationale d'athlétisme, se poursuit en France. Au deuxième jour de son procès, l'ex-patron sénégalais de l'athlétisme mondial s'est expliqué au tribunal. Il a retracé son parcours, son enfance, son passé d'athlète et ses 30 ans au sein du comité olympique sénégalais. Son co-prévenu et ex-conseiller juridique, Habib Cissé, qui a été entendu plus tôt, a déclaré que le bilan de Lamine Diack était positif et qu'il ne s'est pas corrompu en retardant les sanctions contre les athlètes russes suspects en échange d'avantages financiers, mais avait opté pour une gestion non conflictuelle des cas de dopage russe. Le procès se poursuit. Rappelons que le Sénégalais Lamine Diack, ancien président de l'IAF, est jugé pour une affaire de corruption internationale de dopage russe devant un tribunal correctionnel de Paris qui se tient jusqu'au 18 juin prochain. Merci Ulrich Coupangoy pour toutes ces informations sportives. Nous arrivons au terme de cette édition d'information. Le rappel de ses principales articulations. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce vendredi 12 juin la journée mondiale contre le travail des enfants. Une journée qui a pour but d'accroître la sensibilisation au cycle de pauvreté qui se crée quand les enfants doivent travailler, se privant ainsi de possibilités d'éducation. Conférence de presse à Libreville du collectif des épargnants de BRSAL et le congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État. La rencontre était axée sur la restitution des démarches entreprises par les deux parties afin de permettre à tous les épargnants d'obtenir le remboursement de leur capital investi dans cette société de microfinance. Puis Emmanuel Issoze Ngondé, ancien Premier ministre, s'est éteint le jeudi 11 juin 2020. L'homme politique avait été hospitalisé le 23 mai dernier pour crise d'asthme dans une clinique de Libreville. Le chef de l'État, Libongo Ondimba, reconnaît en l'homme un grand serviteur de l'État. Voilà, auditeurs de Radio Gabon, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée par Nick Jocelyn Fouba. Au montage, Herman Osunga. La page de sport portait la griffe d'Ulrich Coupangoy. Fabien Guillaume Kembele, votre humble serviteur. Merci de nous avoir reçus chez vous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.